rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce préenregistré réalisé le 17 novembre 2017. Migrants, islam, la grande peur des Européens. Tel est le titre d'un article publié par Judith Weintraub dans le Figaro Magazine le 29 septembre. Dans cet article, cette journaliste a interviewé Dominique Régnier, que nous avons le plaisir de recevoir ce matin. Bonjour. Bonjour Jean Corcos. Dominique Régnier, vous êtes professeur à Sciences Po Paris et directeur général de Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Fondapol publie régulièrement des analyses très intéressantes, mais une de ses originalités, c'est de faire réaliser et de commenter des enquêtes d'opinion, parfois à une échelle internationale. C'est le cas d'une étude concernant 26 pays et intitulée « Où va la démocratie ?» Les résultats détaillés de cette enquête, mais surtout les commentaires pays par pays, ont été publiés dans un ouvrage de 320 pages, édité chez Plomb. Dans votre présentation, Dominique Régnier, vous écrivez « Depuis plusieurs années déjà, les signes d'une fragilisation du monde démocratique se multiplient, la hausse de l'abstention, l'installation d'un puissant vote populiste et les fractures territoriales et culturelles en sont les signes les plus remarquables. À des degrés divers, la défiance à l'égard des institutions, des acteurs politiques et du monde médiatique est commune à la plupart des démocraties. Alors nous allons nous centrer sur un élément qui est pour les uns la cause, pour les autres un symptôme de la crise de nos démocraties, la peur de l'islam, un islam souvent associé aux migrants. On va partir de l'image négative de l'islam qui, d'après cette étude, semble s'imposer en Europe. À la question « L'islam représente une menace pour notre pays ?» 58% des citoyens de l'Union européenne ont répondu « oui ». La réponse est majoritaire, sauf dans 2 États. Pourriez-vous nous dire d'abord comment se situe la France pour les réponses ? La France se situe à un niveau élevé. 57% des personnes interrogées ont choisi la réponse, puisque c'était le choix entre 2 réponses. L'islam est une menace, l'islam n'est pas une menace. Donc 57% des Français interrogés ont choisi la réponse, l'islam est une menace, ce qui correspond à la moyenne, 58% pour la moyenne de l'Union européenne. Donc on est à un niveau très élevé. Et quels sont les pays où cette peur est la plus forte ? Alors très clairement, d'abord, partout, la peur est forte. Hein. C'est quand même un enseignement de cette enquête, puisqu'à l'exception du Portugal et de la Croatie, c'est une peur qui est quasiment majoritaire. C'est dans les pays clairement de l'Europe centrale, orientale, anciens pays communistes, que cette crainte est la plus forte. Le record, c'est la République tchèque, où on est à plus de 85%, ou la Slovaquie, où on est à 78% de peur exprimée. Mais c'est l'ensemble de l'ancienne Europe communiste. Alors, pour vous, ça ne se traduit pas par un racisme. Vous utilisez, même si je crois que vous êtes critique de son utilisation politique, le terme d'islamophobie. C'est, je vous cite, l'islamophobie, donc une peur née du constat partagé un peu partout en Europe, que les problèmes de cohabitation, les contentieux interculturels, mais aussi les violences, sans parler des attentats, sont toujours associés à une certaine interprétation de l'islam. A-t-on posé des questions précises pour cerner pays par pays la cause principale de ce rejet ? Alors oui, moi dans l'interview, on m'interroge de Judith Weintraub, on m'interroge sur le terme d'islamophobie, que moi, effectivement, je n'utilise pas, sauf pour dire, de manière très littérale, hein, si c'est une phobie, une peur de l'islam, oui, mais en lien avec des problèmes réels que l'on rencontre, que vous avez cités et qui sont une évidence pour chacun qui écoute. Il n'y a pas de racisme, par exemple. Vous voyez, ça ne se trouve pas dans l'enquête. On n'a pas ce type de... On ne pense pas... On a testé notre échantillon, on a quand même interrogé 22 000 personnes. On a testé sur la tolérance à l'égard d'origines différentes, de religions différentes, d'une vie sexuelle différente, d'opinions différentes, etc. Il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Donc c'est plus une inquiétude forte à l'égard encore une fois, des difficultés que vous avez signalées à l'instant. Au fond, c'est le sentiment le sentiment que l'ordre européen, dans son système de valeurs, est remis en question.
C'est d'ailleurs un vrai problème parce que ça donne aux populistes, y compris et en particulier les populistes de droite, on va dire, qui sont les plus en pointe aujourd'hui et qui ont le plus grand succès, ça leur donne un nouveau terreau qui est assez paradoxal puisque ce sont les héritiers souvent de l'ancienne extrême droite. Pas toujours, mais souvent, on n'a pas le temps de détailler tout ça, mais ça leur donne un nouveau terreau qui est de dire on défend les libertés, on défend les valeurs du monde européen. Par exemple, on va défendre l'égalité homme-femme. Par exemple, on va défendre, souvenez-vous de l'affaire des caricatures danoises ou malheureusement du massacre de la rédaction de Charlie Hebdo, on va défendre la liberté de la presse ou la liberté d'opinion. Vous voyez, tout ceci apparaît comme, au fond... Cet islam remet en question par les valeurs qu'il porte les valeurs auxquelles nous sommes plus qu'attachés. C'est ça qui nous identifie. Tout à fait. Alors, une chose quand même qui m'a étonné, c'est que en Europe de l'Est, le rejet semble vraiment massif. Vous venez de dire qu'en République tchèque, c'est le record. Or, les populations musulmanes sont très peu nombreuses. Il n'y a quasiment jamais eu d'attentat. C'est un peu étrange. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est étrange si on considère, comme vous le dites à juste titre, qu'ils ne font pas l'expérience de cette immigration musulmane. Et puis ça ne l'est plus si on prend deux éléments de référence. Un, l'histoire. Il y a quand même... ça peut paraître curieux, mais il y a le souvenir quand même de l'Empire ottoman. Enfin, le souvenir, personne ne l'a vécu, mais ça, c'est quand même des traumatismes. Ça, c'est très clair. En particulier pour les Hongrois, les Autrichiens, les Hongrois. Là-dessus, il faudrait interroger Jacques Rupnik, qui est vraiment très, très passionnant à entendre. L'autre raison, elle est très intéressante. Ça se dit de manière très explicite partout en Europe centrale et orientale. On voit où vous en êtes, c'est-à-dire vous, c'est les Européens de l'Ouest. On voit les difficultés que vous avez en termes de cohabitation, de valeurs, de terrorisme, de sécurité, etc. On ne veut pas connaître cet état-là. Voilà. Tout à fait. Alors, parlons un peu de l'Allemagne. Malgré une économie florissante, la victoire mitigée d'Angela Merkel aux dernières élections et le succès du parti anti-islam, AfD, serait dû à l'accueil massif d'1 million de migrants, en majorité des réfugiés syriens. Et vous mentionnez l'impact qu'auraient eu les agressions sexuelles massives la nuit de la Saint-Sylvestre 2016. D'abord, est-ce que c'est sûr ? Parce que on a vu ensuite que la grande majorité des personnes qui ont été inculpées par ces délits, c'était pas des migrants, ceux qu'on a arrêtés après. Alors, on peut pas expliquer aux Allemands que leur société n'a pas été profondément perturbée par un accueil massif de réfugiés. Je ne me prononce pas sur la décision d'accueillir tous ces réfugiés. C'est des problèmes complexes, il y a des questions éthiques, etc. On ne faudrait pas qu'on ait l'impression d'être une discussion d'une froideur glaçante. Mais de fait, les difficultés, malgré tous les efforts qui ont été faits par les Allemands, et ces efforts ont été considérables, quand même, on n'a pas du tout, nous les Français, à la hauteur à cette hauteur-là. Les Autrichiens ont fait des efforts comparables aux Allemands en proportion. Il ne faut pas oublier ça non plus. Les Autrichiens peuvent nous donner des leçons, par exemple, d'accueil des réfugiés, mais les difficultés sont considérables. Les difficultés sont là, observables en termes de cohabitation, encore une fois. Il est indiscutable qu'il faut établir un lien entre la percée historique de l'AfD, ça c'est pas des perceptions, c'est des votes, avec la centaine de députés de l'AfD, qui pour certains ont tenu des propos extrêmement durs pendant la campagne électorale, y compris des propos absolument choquants, tout simplement. On ne peut pas ne pas établir un lien avec l'arrivée massive de ces réfugiés et la manière dont ils ont été accueillis et vécus. Tout à fait. Alors, autre pays, le Royaume-Uni. Parce que là-bas, le modèle multiculturel et la complaisance des autorités avec les islamistes militants pendant longtemps, ils n'ont pas empêché des attentats meurtriers ces derniers mois. Alors, je ne sais pas, votre étude a peut-être été faite avant qu'il y ait cette série d'attentats, mais il semble que la peur de l'islam soit relativement modérée là-bas, comme la peur de l'immigration. Et puis alors, il y a autre chose, c'est que le référendum qui a conduit au Brexit semblait plutôt lié à une rancœur, mais contre les travailleurs détachés d'Europe de l'Est, qui n'étaient pas du tout des musulmans. Qu'en pensez-vous ? Alors, vous avez tout à fait raison. Dans le Brexit, il y a la dimension de rejet de l'immigration venue de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est.
C'est quand même un sentiment qui a été exprimé avec beaucoup de force, et qui a même donné lieu à des agressions physiques. On n'était pas habitué à voir ça chez nos amis britanniques. Donc il y a quand même au Royaume-Uni un sentiment très fort de rejet de l'immigration centrale européenne comme de l'immigration extra-européenne et un problème à l'égard de l'islam, ça c'est très clair aussi, il n'y a pas ce sujet de doute, et c'est au point que lorsqu'il était Premier ministre, David Cameron avait fait officiellement le constat de l'échec du modèle britannique. Il l'avait dit, notre modèle communautariste a échoué, nous devons le constater. D'ailleurs, un peu après, Angela Merkel avait dit la même chose, et un peu après, Nicolas Sarkozy, à l'époque président, avait dit, en 2012, avait dit la même chose. L'ensemble des sociétés européennes aujourd'hui constatent, pensons aux pays du Nord de l'Europe, la Norvège, la Suède, le Danemark, la Finlande, souvent on pense un peu par préjugés positifs que ces pays-là vivent très bien tous ces mouvements migratoires, ils le vivent très mal, et même particulièrement mal. Plus de 60% des Danois ont peur de l'islam, si on prend le même critère. Donc voilà, ce sont des pays qui sont en train de se transformer profondément sous l'effet de changements démographiques liés à l'immigration et d'attentats qui ont un impact, c'est assez banal, mais qui ont un impact considérable sur l'opinion. Alors, concernant la peur des migrants, et votre étude montre un contraste entre un idéal de fraternité, 64% des sondés disent « c'est notre devoir d'accueillir dans notre pays ceux qui fuient la guerre et la misère », et une majorité qui dit presque partout « nous ne pouvons plus accueillir davantage de réfugiés ». Alors, quelles sont les raisons qui sont invoquées par les personnes sondées pour dire « on ne peut plus prendre de réfugiés ». Et vous voyez, ça c'est l'exemple de ce qu'on a voulu faire comme travail. Pas simplement savoir si on considère que c'est nécessaire d'accueillir des réfugiés. On pose cette question seulement, les gens répondent oui. Et on comprend les raisons, elles sont belles, elles sont fortes. Donc il n'y a pas, vous voyez, de rejet raciste ou autre. Ça n'est pas disponible, ça ne s'exprime pas. En tout cas, on peut en faire le procès d'intention, mais ça ne s'exprime pas. Mais quand on dit, est-ce que pour telle et telle raison, il faut dire oui ou non, pour quelle raison il faudrait dire non, les réponses sont impressionnantes. Les grandes raisons d'un refus, en fait, c'est la sécurité, le terrorisme, les conflits interculturels, on n'arrive pas à cohabiter paisiblement, viennent aussi les questions économiques, la concurrence sur le marché de l'emploi, et puis les capacités d'accueil du pays. Tout à fait. Alors, moi, une question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que le rejet de l'Europe, de l'Union européenne, et la peur de l'islam, est-ce qu'elles sont vraiment systématiquement liées ? C'est-à-dire, est-ce que partout, les partis politiques dits eurosceptiques sont anti-islam, comme l'est le Front National chez nous ? Ou est-ce que c'est plus compliqué ? Non, c'est très juste de faire une association, elle est pertinente. Simplement, c'est vraiment une question centrale que vous posez là, parce que les partis populistes qui ont du succès en Europe, et ils annoncent, sont des partis qu'on peut qualifier de droite, identitaires, etc., type Front National. Ils ont réussi à capitaliser la peur de l'islam, y compris dans des pays où tout va bien. Sur le plan économique, la Suisse, la Suède, Danemark, tout va bien. Ça va quand même très bien. Même l'Allemagne, vous l'avez dit. Par contre, ils ont commis une erreur. C'était de donner le sentiment de menacer l'existence de l'Europe, et en particulier l'existence de l'euro, oui, quand la question se pose, c'est-à-dire quand le pays est membre de la zone euro, l'Autriche, la France, l'Allemagne, etc. Donc, là, c'est un point qui permet de relativiser le lien, c'est-à-dire que s'attaquer à l'Europe, après tout, bon, c'est un peu de bonne guerre et leurs électeurs, ils sont habitués, voire écoutent ça d'une oreille favorable, mais menacer l'euro, qui est le patrimoine de ceux qui écoutent et de ceux qui votent, c'est-à-dire les électeurs, là, c'est pas que, par exemple, Marine Le Pen a fait l'erreur de franchir. Alors, quels sont les motifs invoqués lorsqu'on lit les deux, justement, donc l'islam et l'Union européenne ? Est-ce que ce sont les accords de Schengen, en disant c'est une passoire, etc., par rapport à la menace terroriste, ou alors les avis de la Cour européenne des droits de l'homme qui imposent la réunification familiale, comment on associe les deux ? Alors oui, il est certain qu'il y a cette idée que l'Europe est un ensemble passoire.
dans l'ancienne Europe communiste, on entend beaucoup ça. Où est votre pouvoir supranational puisque vous n'arrivez pas à protéger les frontières et nous devons le faire nous-mêmes avec nos propres moyens qui sont modestes. Vous êtes capable de nous réglementer, de nous enserrer dans des normes qui viennent bien de Bruxelles. Ça, c'est votre supranationalité. Pourquoi pas? On peut l'accepter, mais vous n'êtes pas capable, en revanche, de la même façon, de nous aider à protéger les frontières. C'est cette asymétrie, en fait, qui est souvent l'objet de la critique, plus que le fait qu'il y ait un pouvoir supranational. C'est très intéressant de voir que dans l'ensemble des opinions publiques européennes que nous avons interrogées, la globalisation est une évidence. Il n'y a pas de pays qui considère que seul il s'en sortirait mieux qu'avec les autres. Simplement, c'est l'idée que la supranationalité, elle fonctionne sur certains sujets, par exemple la normalisation administrative, pas sur d'autres, par exemple la protection aux frontières. Alors, je disais en introduction qu'il y avait un petit peu un résumé des résultats et de vos analyses donc de cette étude de Fondapol qui ont été données dans une interview au Figaro Magazine, donc fin septembre. Et dans cette interview, vous avez dit que les classes dirigeantes ont échoué partout en Europe à poser les problèmes de l'immigration, de l'islam, de l'islamisme et du conflit des valeurs dans des termes, je vous cite, politiquement recevables. Et que c'était particulièrement vrai pour la France. Et en effet, lorsqu'on voit les débats de société chez nous, et c'est sans arrêt, oui. Récemment l'affaire Charlie Hebdo avec Mediapart, il y a toujours ce référent musulman qui apparaît lorsqu'on parle de laïcité, terrorisme, zone urbaine sensible, immigration, laïcité, etc. Est-ce que ce sont des sujets vraiment clivants pour la société française, ou est-ce qu'il y a quand même des consensus ou des majorités se dégagent? Il y a un consensus en faveur de ce qu'on va appeler, la formule parfois fait sourire, mais elle est pourtant forte, le vivre ensemble, une cohabitation harmonieuse et pacifique. Le problème, c'est que en France comme en Europe, mais prenons le cas de la France, vous m'y invitez, les générations de responsables politiques ont refusé, tout simplement refusé, je pense par peur de perdre des élections, qui finissent par perdre d'ailleurs en général, ont refusé d'objectiver le débat et de dire, voilà, admettons, reconnaissons que nous avons des malentendus ou des conflits même interculturels, qu'il y a des endroits où on ne peut plus appliquer la loi républicaine, où on ne peut plus enseigner le programme national, etc., qu'il faut que tout ceci soit revu. Non, on ne l'a pas fait. Ça s'est fait dans des polémiques, des controverses, souvent d'ailleurs outrancières, qui discréditent même le problème. Je ne veux pas donner d'exemple, on en a tous plein en tête. On a des spécialistes de l'outrance qui apparaissent, y compris dans le monde intellectuel. On n'arrive plus à poser calmement avec tout le monde pour en faire des sujets politiques de réforme et d'action publique. Et donc, voilà, entre l'outrance, la simplification d'un côté chez les commentateurs, ou même parfois même, hélas, les universitaires, ou la peur chez les politiques, on laisse les choses se faire et elles ne se font pas bien toutes seules. Elles se font à travers des tâtonnements, des conflits, des personnes qui sont seules partout, vous avez beaucoup de musulmans, vous le savez bien, on le sait bien tous, qui sont désireux d'une vie harmonieuse avec leurs compagnons, leurs compatriotes qui n'ont pas la même religion ou qui n'en ont pas. Mais ils sont tout seuls, ils sont pas aidés, ils se débrouillent comme ils peuvent, etc. Donc c'est cette espèce de lâcheté politique et de démagogie intellectuelle. C'est un peu triste à dire, mais c'est ainsi. Alors, il y a aux deux extrêmes de la politique, le Front National d'un côté, la France Insoumise de l'autre, et on remarque qu'ils ont des discours polarisés et simplistes. Donc je la fais rapide. D'un côté, on ne peut strictement rien reprocher aux musulmans, tout va très bien, on pourrait même ouvrir toutes grandes ouvertes les portes, ce serait parfait. Et puis de l'autre côté, en gros, tous les problèmes, ça vient des musulmans. C'est un peu les deux discours. Est-ce que vous pensez que ce sont des discours porteurs, ou qu'au contraire, c'est tellement caricatural que ça va quand même les barrer, ils ne pourront jamais accéder au pouvoir? Oui, ça c'est parfaitement dans le droit fil de ce qu'on vient de dire. Moi, je partagerai avec vous, si je le devine dans votre question, la confiance dans la vérité qui chemine, mais parfois je me dis je suis naïf et que ça chemine pas comme ça, hélas, et que donc s'il n'y a pas un travail politique, justement, de construction d'une situation raisonnable, d'un espace de discussion de modéré avec des problèmes qu'on arrive à partager et des solutions qu'on arrive à fabriquer, ça c'est vraiment le rôle de la politique, c'est le fameux modèle, la figure du tisserand chez Platon. Si on ne fait pas ça, ce sont ces points de vue qui, quoique absurdes par leur simplisme et même parfois leur propension à la violence, seront préférés par des individus qui sont laissés seuls face à leurs difficultés.
Alors, on arrive tout doucement vers la fin de l'émission et il y a une question qu'on ne peut pas ne pas poser. Nous sommes sur la fréquence juive de Paris. C'est la situation des communautés juives à travers l'Europe. Bon, force est de constater qu'elles sont partout sur la défensive en raison du grand retour de l'antisémitisme et surtout d'un antisémitisme nouveau, alimenté à la fois par la propagande de l'islamisme radical et par celle de l'extrême gauche antisioniste. Je dois rendre d'ailleurs hommage à Fondapol qui avait soulevé le problème dans une étude il y a quelques années là-dessus. Alors, en même temps, les Juifs sont dans une situation peu enviable. Parce que si on prend ces grands partis dits populistes, bon, aux Pays-Bas, par exemple, Geert Wilders se présente comme leur ami, comme un soutien d'Israël. Bon, ça c'est une chose, mais d'un autre côté, un antisémitisme plus ou moins affiché colle à l'identité d'autres partis, comme la RT allemande, comme le FPO autrichien et d'autres. Absolument. Est-ce que finalement le recul des partis politiques modérés, deux questions, est-ce qu'il est durable ? Et si oui, est-ce que c'est une vraie menace pour l'avenir des Juifs européens ? Et vous avez un peu plus de 2 minutes pour nous répondre. Alors, d'abord sur la crise des grands partis de gouvernement, donc des partis modérés, de droite et de gauche, le PS, la droite française ou allemande, etc., chacun a ça à l'esprit. Leur fragilisation, leur recul est une mauvaise nouvelle pour la démocratie, une mauvaise nouvelle pour le débat, parce qu'en effet, la polarisation à laquelle vous faisiez référence à l'instant s'enracinera davantage. Et c'est quelque chose qui me paraît être, moi, aujourd'hui, plutôt dans la tendance historique que leur fragilisation. Il faudra qu'il y ait un renouveau, une réinstallation, que les citoyens reviennent, retrouvent des raisons qu'on leur fournisse, donc des raisons d'aller à nouveau vers ces partis modérés, grands partis de gouvernement, capables d'alterner sans trop de rupture. Mais là, aujourd'hui, la vérité m'oblige à dire que ça n'est pas ce qui se dessine dans un terme proche. Ensuite, dans cette Europe déstabilisée, il y a, oui, une progression de l'antisémitisme. On l'a aussi étudié récemment encore, vous faisiez référence à l'étude de 2014, en effet, mais on a aussi étudié récemment les violences antisémites en Europe avec un chercheur suédois. Elles sont en progression. C'est quand même lié à ce nouvel antisémitisme qui est porté par des Européens de culture musulmane, et ça peut se régler en répondant à la question précédente. Eh bien, merci Dominique Régnier pour toutes ces réponses. C'est un sujet passionnant et nous n'avons toujours pas le temps d'aller à fond pour tous ces sujets-là. Mais enfin, je pense que vous avez passionné nos auditeurs et que je remercie donc pour leur fidélité. Et je vous donne donc rendez-vous, comme d'habitude, dans 15 jours. Au revoir. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.